Sous le soleil de plomb du Sahel, une question résonne, plus brûlante que jamais. L'Afrique est-elle en train de réinventer son indépendance? À cet instant précis, des images inédites circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier. Des chars russes défilent, escortés par des soldats africains, dans des paysages désertiques écrasés de chaleur. Cela pourrait n'être qu'une manœuvre militaire de routine, mais pour beaucoup, c'est bien plus. C'est la naissance d'un nouvel ordre, le point de bascule d'une histoire millénaire. Du Burkina Faso au Niger, en passant par le Mali, une alliance secrète s'est formée au fil des mois, dans l'ombre des négociations diplomatiques et des crises régionales. 20 milliards de dollars. Voilà l'ampleur du pacte militaire et financier scellé entre la Russie et les nations sahéliennes. Derrière ce chiffre colossal, il y a des visages, des histoires, des espoirs. Moscou promet des armes, des drones, une formation d'élite pour les armées locales. En échange, le Sahel ouvre ses mines de cuivre, d'or, d'uranium et s'engage à créer une banque commune, totalement indépendante de l'Occident. C'est une promesse de puissance, mais aussi le début d'un vertige. Derrière ces chiffres, c'est un duel de mondes qui s'engage. À Paris et à Washington, la panique gronde. L'influence historique vacille, les repères s'effritent. Les chancelleries occidentales s'agitent, les analystes géopolitiques s'interrogent. Assistons-nous à la fin d'une ère? À Ouagadougou, des foules exultent. Pour la première fois, elles croient pouvoir choisir leur destin. On crie, on danse, on chante dans les rues, comme lors des premières heures des indépendances. Deux visions de l'Afrique s'affrontent, radicalement opposées, celle d'une Afrique sous tutelle et celle d'une Afrique souveraine, maîtresse de ses choix. Mais le doute plane. Malgré la liesse, une question taraude les esprits. Qui tient vraiment les rênes? Est-ce la promesse d'une souveraineté retrouvée ou l'illusion d'un autre joug, cette fois drapé de rouge et de bleu russe? Le risque est colossal. Le Sahel peut-il briser ses chaînes sans en forger de nouvelles? Ou va-t-il, au contraire, sacrifier sa sécurité, son économie, sa dignité, tout cela à la fois, sur l'autel d'une nouvelle alliance? Pour saisir comment cette révolte feutrée a bouleversé l'ordre établi, il faut remonter à la première étincelle, là où la révolution silencieuse a commencé. C'est là, dans les soubassements de l'histoire récente, que tout a changé. Le point de bascule n'est pas venu d'un discours officiel, mais d'un événement inattendu, passé presque inaperçu au départ. Un soir d'avril, dans un village du nord du Burkina Faso, un détachement de soldats locaux, formé par des instructeurs russes, repousse une attaque djihadiste avec une efficacité inédite. Pour la première fois, les habitants assistent à une victoire qui n'est pas due à la présence étrangère, mais à des forces nationales équipées et déterminées. Le bouche à oreille fait le reste. L'espoir renaît. Pendant des décennies, la sécurité du Sahel a reposé sur Paris, l'ONU, Washington. Mais à quel prix? 40 années d'intervention étrangère ont marqué la région. Les soldats français, les casques bleus onusiens, les drones venus d'outre-Atlantique. Autant de missions, autant de promesses. Pourtant, la paix durable n'a jamais franchi la porte des villages. À chaque offensive contre les groupes armés, une accalmie suivie d'une nouvelle vague de violence. Dans les rues de Tombouctou, dans les faubourgs de Ouagadougou, l'échec du modèle occidental saute aux yeux. Les insurgés gagnent du terrain, la peur s'infiltre et la confiance s'érode. Les maisons brûlées et la jeunesse en exil sont devenues la norme. Prenons l'exemple de la ville de Mopti, au Mali. Malgré la présence de multiples contingents étrangers, la population vit sous la menace permanente d'attaques. Les marchés ferment tôt, la circulation cesse la nuit. Les écoles, souvent, n'ouvrent plus que quelques jours par semaine. Les familles se divisent, les plus jeunes rêvent d'Europe ou du sud du continent. Le sentiment d'abandon grandit. Sur le plan économique, l'impasse se prolonge. Le franc CFA, héritage empoisonné du colonialisme, maintient les économies sahéliennes dans une dépendance chronique. Les règles imposées depuis l'Europe étouffent l'initiative locale et ferment la porte à l'investissement. À Bamako, de nombreux entrepreneurs témoignent. Obtenir un crédit bancaire relève du parcours du combattant. Les taux d'intérêt sont prohibitifs, les garanties exigées inaccessibles pour la plupart.
Résultat, l'économie informelle prospère, au détriment du développement structuré. Les humiliations diplomatiques se multiplient, les promesses d'aide s'évanouissent dès que les intérêts divergent. Rappelons la crise de 2021, quand un prêt européen fut suspendu après un désaccord politique à Niamey. Les peuples du Sahel vivent dans la défiance, enfermés dans un cercle vicieux, demander toujours plus, recevoir toujours moins. Cette spirale fragilise toute une génération. Persister dans cette dépendance, c'est risquer d'enterrer à jamais l'espoir d'autonomie et de dignité. Alors, une question s'impose. Faut-il rompre définitivement avec ce passé? Désormais, les regards se tournent vers l'Est, là où une alliance inattendue se prépare. Un pacte inédit s'annonce, porteur de promesses et de dangers. La région s'apprête à franchir un seuil historique. Armes contre ressources, banques hors contrôle occidental. La Russie promet respect et puissance. Mais à quel coût réel? Sous le soleil brûlant du Sahel, une ère nouvelle s'ouvre, loin des projecteurs de Paris ou de Washington. Le pacte militaire et financier entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et Moscou bouleverse la carte de l'Afrique de l'Ouest. Au centre de cet accord inédit, des chars T-90, des drones, des radars, tout un arsenal neuf livré contre des concessions minières et l'implantation de bases logistiques russes au cœur du désert. Pour la première fois, la sécurité du Sahel s'ancre dans ses propres alliances, sans tutelle occidentale. Dans la base militaire de Kambansi, près de Ouagadougou, des instructeurs russes forment des bataillons mixtes venus des 3 pays. Les médias locaux filment les entraînements, où l'on voit les soldats manier des équipements dernier cri, jusque-là réservés aux armées des grandes puissances. Mais la révolution la plus audacieuse, c'est la création de la Banque de développement Sahel-Russie. Pensée pour fonctionner hors du système SWIFT, elle échappe aux sanctions des États-Unis et de l'Europe. L'argent circule désormais en roubles, en francs CFA ou en dinars, directement entre Ouagadougou, Bamako, Niamey et Moscou. Les États membres détiennent chacun des parts, et les flux financiers ne passent plus par Londres ou New York. En pratique, cela signifie que les transactions pour les exportations d'or, d'uranium ou de coton se font sans passer par les circuits traditionnels, réduisant les délais et les coûts. Pour les petits producteurs, c'est une révolution silencieuse. Ils peuvent désormais vendre leurs récoltes à un prix juste, sans intermédiaires étrangers gourmands. Les résultats ne tardent pas. En quelques mois, la fréquence des attaques djihadistes diminue dans plusieurs provinces, les marchés reprennent vie et des milliers d'artisans accèdent à des microcrédits numériques. Un vent de fierté souffle. Beaucoup disent que, depuis les indépendances, jamais la souveraineté n'avait été aussi palpable. Dans le village de Gourma, au Burkina Faso, une coopérative de femmes relance la production de beurre de karité grâce à un prêt accordé par la nouvelle banque. Les enfants retournent à l'école, les marchés se remplissent, l'espoir renaît. Mais ce pari n'est pas sans péril. Certains dénoncent une nouvelle dépendance, cette fois vers l'Est. Les sanctions occidentales font flamber les prix du carburant et des denrées, l'inflation attaque le pouvoir d'achat, et des clivages surgissent entre partisans et opposants du rapprochement avec Moscou. À Bamako, des manifestations éclatent parfois, dénonçant le coût de la vie. Le Sahel joue gros. Si l'expérience échoue, le risque est l'isolement, la crise économique, voire une spirale de violence pire qu'avant. En 60 années, jamais la région n'avait tenté une telle rupture. Pour le Sahel, c'est tout ou rien. La sécurité, l'économie, la liberté de choisir son destin et, au bout, la dignité. Le souvenir de la Guinée de Sékou Touré en 1960, qui avait choisi la rupture totale avec la France, hante encore les esprits. À l'époque, la jeune République avait dû faire face à un blocus économique et à l'abandon diplomatique. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. La mondialisation offre de nouveaux partenaires, la Chine, l'Inde, la Turquie observent avec intérêt. Mais dans les coulisses, l'Occident ne reste pas inactif. Une riposte s'organise, prête à tout pour regagner du terrain. Les États-Unis déploient des conseillers à Abidjan. L'Union européenne multiplie les visites à Accra et Dakar. Des promesses d'aide affluent vers les voisins du Sahel, espérant contenir l'effet domino. Le Sahel, laboratoire d'un monde multipolaire.
Et si ce souffle de révolte embrasait tout le continent? Déjà, à Conakry, à Libreville, à N'Djamena, les dirigeants discutent à huis clos, évaluant la possibilité de rejoindre ou d'imiter le pacte sahélien. Quelques mois après le pacte historique, les effets sont visibles. Les écoles ferment moins, des marchés revivent, l'agriculture refleurit dans des villages qui n'osèrent plus semer. Les coopératives rouvrent, des crédits circulent enfin vers les petites entreprises longtemps négligées. À Niamey, une usine de transformation de coton obtient un financement inédit, créant des centaines d'emplois. À Bamako, des jeunes diplômés créent leur start-up, profitant des nouvelles lignes de crédit en monnaie locale. Dans les capitales, l'air est différent, un souffle de prospérité possible. Mais dehors, les puissances grondent. Les États-Unis durcissent le ton, l'Union européenne multiplie les sanctions, la Banque mondiale ferme le robinet. Même la Chine, d'habitude discrète, laisse filtrer ses inquiétudes. L'expérience Sahel fait trembler les certitudes. Les chaînes d'approvisionnement mondiales s'ajustent, les investisseurs observent, hésitants. Face à cette pression, les trois pays s'affichent soudés, conscients pourtant de marcher sur un fil. L'unité affichée dissimule la tension. Combien de temps tiendront-ils sans vaciller? Les discussions internes sont houleuses, les compromis difficiles. À chaque sommet, la question de la répartition des bénéfices et du contrôle des ressources revient sur la table. Mais, pour l'instant, l'alliance tient. À travers l'Afrique, la jeunesse observe. À Dakar, à Kinshasa, dans les campus et les rues, on débat. Et si demain, notre pays avait son Traoré? Le pacte suscite l'admiration, la peur, la jalousie, mais surtout il rallume une fierté que l'on croyait éteinte. Les réseaux sociaux s'enflamment, des hashtags comme Afrique libre ou Sahel souverain font le tour du continent. Pourtant, l'ambiance oscille entre euphorie et doute. La souveraineté retrouvée enivre, mais certains murmurent déjà « Cette alliance, si nouvelle soit-elle, ne risque-t-elle pas de devenir une autre dépendance ?» Le piège serait de troquer une cage contre une autre, dorée mais verrouillée. À Ouagadougou, des intellectuels rappellent l'histoire de l'Égypte de Nasser, qui, en se rapprochant de Moscou dans les années 60, avait certes gagné en autonomie militaire, mais s'était aussi retrouvée dépendante des crédits et des matériels soviétiques. Lorsque les relations se sont tendues, l'économie égyptienne en a payé le prix fort. Le pari est immense. Si l'axe Russie-Afrique tient bon, c'est l'ordre du continent qui peut basculer, offrant une génération d'espoir. Mais si la pression extérieure fait craquer l'alliance, alors des rêves entiers s'effondreront, et la confiance si durement reconquise s'évaporera. Pour éviter cet écueil, des experts suggèrent d'élargir le cercle des partenaires. Par exemple, en développant des liens commerciaux avec l'Inde, le Brésil ou les pays du Golfe, le Sahel pourrait éviter le piège de la dépendance unique. Le Sahel avance, scruté par le monde, ballotté entre tension et espoir. Mais pour la première fois, il ose croire que l'histoire peut changer de camp. Ce sentiment d'être maître de son destin, même fragile, redonne de la vigueur à l'imaginaire collectif. Des œuvres de fiction, des chansons, des poèmes fleurissent, célébrant ce nouvel élan. Mais si le souffle de révolte franchit les frontières du Sahel, qui pourra prédire jusqu'où il ira? Tout reste suspendu à la ténacité de ces peuples et à la violence des réactions du monde. En Afrique centrale, certains gouvernements renforcent leur appareil sécuritaire, craignant une contagion de la contestation. Mais d'autres, au contraire, envoient discrètement des délégations à Moscou ou à Bamako, dans l'espoir de négocier leur propre place dans ce nouvel échiquier. Souveraineté rime-t-elle avec stabilité? Voilà l'interrogation qui plane sur l'alliance inédite entre la Russie et les États du Sahel. L'histoire le rappelle sans relâche. Dans la quête d'indépendance, les pactes de survie se muent parfois en chaînes dorées. Hier, les promesses de protection occidentale ont trop souvent mené à la perte de contrôle, à l'essoufflement des économies locales. L'aide cachait souvent une dépendance coûteuse. Aujourd'hui, le Sahel tente un pari nouveau. Mais le danger n'a pas disparu. L'autonomie espérée peut vite devenir mirage si la vigilance fléchit. Corruption, ingérence étrangère sous de nouveaux habits, ou simple échange d'un tuteur contre un autre, le risque rôde à chaque instant.
Dans les années 90, la Côte d'Ivoire avait cru se libérer en diversifiant ses partenaires, mais la gestion opaque des ressources et le manque de contrôle citoyen avaient conduit à une crise majeure. Ibrahim Traoré, jeune chef du Burkina Faso, l'a dit en une phrase tranchante. « Un arbre qui pousse seul donne de l'ombre. » Mais cette solitude protège-t-elle vraiment? Ou expose-t-elle aux tempêtes, à l'isolement, à l'asphyxie? L'indépendance réelle demande de distinguer autonomie et autarcie. S'émanciper d'une tutelle ne doit pas conduire à l'enfermement, ni à la vulnérabilité face à de nouveaux prédateurs. Les économistes insistent, la diversification est la seule garantie de résilience. C'est en multipliant les partenariats, en gardant la main sur ses ressources, que le Sahel pourra éviter de retomber dans le piège de la dépendance. L'avenir, il se construira dans la diversification. En s'ouvrant à d'autres partenaires, comme la Chine ou les membres des BRICS, les pays sahéliens peuvent éviter le piège de l'alliance unique. Plus de partenaires, plus de marge de manœuvre, moins de risque d'être dupés. Dans le secteur agricole, par exemple, des accords avec le Brésil sur le transfert de technologies pourraient accélérer la modernisation des cultures vivrières. Dans le domaine numérique, des start-up africaines collaborent déjà avec des entreprises indiennes pour développer des solutions de paiement adaptées aux réalités locales. Mais la clé reste le contrôle local des ressources. Ce sont les populations qui doivent garder la main sur la terre, l'or, le coton. La banque conjointe, les accords militaires, tout doit être surveillé de près par la société civile. La souveraineté ne se délègue pas, elle se construit, elle se défend, jour après jour. À cet égard, la mise en place de comités citoyens de suivi, ouverts aux syndicats, aux ONG, aux associations de producteurs, est une étape cruciale. Ces comités pourraient publier régulièrement des rapports sur la gestion des mines, la répartition des bénéfices et le respect des normes environnementales. Une seule erreur, un moment d'inattention, et le rêve d'autonomie pourrait se transformer en cauchemar. Néodépendance, corruption, confiscation des richesses. Pour le Sahel, il n'y aura pas de seconde chance. L'histoire des pays du sud-est asiatique, comme l'Indonésie, rappelle que la richesse naturelle peut être une malédiction si elle profite à une élite ou à des intérêts étrangers. Mais cette alliance Russie-Sahel, aussi inédite soit-elle, ne résout pas tout. La vraie épreuve commence maintenant, sur le terrain, face aux promesses et aux périls. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé, il faudra miser sur l'éducation, la formation technique, la transparence des institutions. Investir dans les infrastructures locales, soutenir la création d'emplois durables, renforcer les filières agricoles, sont autant de leviers pour consolider l'autonomie. La souveraineté n'est pas qu'un mot d'ordre. C'est un combat permanent, un effort qui ne connaît ni pause ni répit. À chaque étape, la vigilance citoyenne sera déterminante. Les réseaux de journalistes d'investigation, les associations de consommateurs, les syndicats de travailleurs auront un rôle central pour dénoncer les dérives et exiger des comptes. Levez les yeux. Partout sur le Sahel, de nouveaux drapeaux remplacent les anciens. L'ombre des puissances étrangères recule, tandis qu'une génération entière décide, enfin, d'écrire elle-même son histoire. Dans les lycées, les élèves étudient les textes fondateurs des indépendances, mais aussi les discours des nouveaux leaders. Dans les villages, les anciens racontent comment, jadis, l'or et le coton partaient vers l'Europe sans jamais profiter à la population locale. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Pour la première fois depuis les indépendances, le choix ne vient plus de Paris, Washington ou Bruxelles. Il naît ici, sur cette terre, dans les pactes signés à Moscou, les banques fondées entre voisins, les armes brandies sur le sable brûlant. Mais choisir la voie de l'autonomie, c'est s'exposer à des périls immenses. S'allier à Moscou, inventer de nouvelles routes financières, c'est refuser la tutelle. Mais c'est aussi accepter l'inconnu. Sanctions, déceptions, isolement, peut-être de nouvelles faiblesses. L'histoire ne promet jamais la victoire. Rester spectateur, c'est laisser d'autres dessiner son avenir. Oser décider, c'est prendre le risque de la liberté et de l'erreur. C'est embrasser la dignité, même dans l'incertitude. Chaque choix au Sahel porte ce fardeau.
rester pion ou devenir joueur. L'Occident observe, inquiet de voir son influence s'éroder. La Russie avance, offrant contrats et blindés, mais aussi ses propres ambitions. Les peuples du Sahel savent qu'en géopolitique, rien n'est gratuit. L'indépendance n'est pas un cadeau. Elle se construit, chaque jour, dans la réalité, dans l'épreuve des choix, dans la capacité à refuser autant qu'à accepter. Ce pacte de 20 milliards de dollars pose une question cruciale à toute l'Afrique. Qui décide, en dernier ressort, du prix de la dignité? À Ouagadougou, Bamako, Niamey, jusque dans chaque village, la question résonne. L'autonomie n'est pas un chemin doré, mais c'est le seul qui offre la possibilité réelle de saisir son destin. Peut-être échoueront-ils, peut-être pas, mais choisir, c'est exister. À chacun de nous de ne pas détourner le regard. Car ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement le sort d'un pacte, mais la réinvention du pouvoir, la redéfinition de la liberté et l'opportunité, fragile mais précieuse, de ne plus louer sa sécurité ni mendier sa dignité. Reste à savoir si ce souffle de liberté, parti du Sahel, saura résister au poids de l'histoire et au tumulte du monde. La route est longue, les obstacles nombreux, mais une page s'est bel et bien tournée. L'Afrique du XXIe siècle écrit son propre récit, à la pointe du stylo, face au vent,